Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Club de demain. Donc aujourd'hui c'est une petite bombe que je vous présente. Alors c'est un nouveau format, ça va être une interview et j'ai le plaisir de vous présenter l'interview avec Stéphane Lebrun. Donc vous le connaissez ce nom parce qu'il y a Félix et Alexis Lebrun, ses enfants qui font des très grosses performances dans le tennis de table mondial. Mais Stéphane est surtout le manager du club de l'Alliance Nîmes-Montpellier. Il va nous présenter comment le club est passé du très haut niveau à un déficit et ensuite comment ils ont tout reconstruit petit à petit, pas à pas, avec toute l'équipe en place. On va parler de financement, on va parler de cotisation, on va parler de projets sportifs. Et dans la deuxième partie, on va parler un peu plus de formation, de philosophie et comment créer un environnement propice pour que vos jeunes dans vos clubs s'épanouissent et puissent atteindre leur meilleur niveau. Voilà, j'en dis pas plus et laisse place à l'interview avec Stéphane Lebrun. Donc, merci Steph de me recevoir. Donc, bonjour Stéphane Lebrun. Je te laisse te présenter. Stéphane Lebrun, depuis quelques années dans le ping-pong, plus de 45 ans, donc ça commence à faire. Je suis le manager de l'Alliance Nîmes-Montpellier. J'ai été longtemps joueur professionnel, entraîneur sur Istres aussi. Voilà, j'ai un parcours de pongiste professionnel et ensuite d'entraîneur professionnel. Et puis maintenant, je suis plutôt dirigeant manager de l'Alliance Nîmes-Montpellier depuis une dizaine d'années. Voilà, j'essaie un peu plus que ça. De créer du lien entre toutes ces villes, différentes personnes, etc. Voilà. Bon écoute, merci Steph de me recevoir. Donc là, on est dans le cadre des loges de l'Arena de Montpellier parce qu'il y a le WTT en ce moment, donc on a la chance de pouvoir faire ça en live. Donc merci à toi de prendre ce temps. Donc il était important aussi de passer avec toi la revue un peu de ton parcours parce qu'en fait, ce qui va être super intéressant, c'est de voir un peu comment a grandi le club de Montpellier. Parce que c'est un club qui fait partie d'un omnisport. C'est un club qui a été à très haut niveau, garçons et filles, il y a 20-30 ans. Et c'est un club qui s'est reconstruit. Donc maintenant, avec la notoriété de Félix et d'Alexis, forcément, il y a d'autres retombées. Mais la partie qui nous intéresse le plus aujourd'hui, c'est vraiment toi, avec ton parcours d'athlète. Comment ensuite, quand tu es passé de l'autre côté, quel est la carte de visite du club à ce moment-là, vers où vous vouliez aller et comment vous avez avancé sur les différents points. Donc, on va approfondir les points, mais vas-y, fais-moi une petite carte du club assez simplement, donc c'est dans les années 2000. Moi, je suis rentré j'étais à l'INSEP jusqu'en 2000, donc j'étais joueur, on va dire. Même si je jouais à Montpellier, je m'entraînais à l'INSEP, donc j'étais joueur. Alors, j'ai toujours eu vraiment un regard de ce qui se passait dans le club de Montpellier, parce que j'ai toujours aimé ça, l'entraînement, les stages, les trucs. Voilà, j'étais très en lien avec le manager de l'époque. Voilà, même les équipes de départementales, les trucs, ça m'intéressait. Donc, tout de suite, quand je suis arrivé, j'ai pris en charge un petit peu tout ça, cette direction sportive, on va dire. Et puis, il y a eu en 2003, on a gagné la Coupe d'Europe. On faisait partie, avec le Valois à l'époque, mais des deux clubs phares, on va dire. Et puis, il y a eu tout simplement un changement de projet politique au niveau de la municipalité. Et donc, on a été complètement lâché au niveau des subventions et de tout ça. On avait un modèle qui était basé, et c'est il y a une vingtaine d'années, quasiment que sur de la collectivité. Et donc forcément, on s'est retrouvé avec un énorme déficit, puisqu'on avait fait signer tous les joueurs, etc. Il a fallu reconstruire, donc j'ai fait partie de cette reconstruction à un moment donné, en tant qu'entraîneur, on va dire, au départ, pendant 5-6 ans. Et puis ensuite, 2008, 2010, dans ces années-là, on voyait qu'on se reconstruisait, qu'on gardait de l'activité, on gardait ce qu'on savait faire. Voilà, de l'entraînement et de l'activité du sportif, on va dire, mais que ça nous permettait pas de rembourser, parce qu'on a eu beaucoup de dettes, énormément de dettes. Ça nous permettait pas d'avancer, et donc là, on s'est dit, et là, j'ai pris la direction, on va dire, technique, mais management, etc. du club, et j'ai proposé un projet au club, tout le monde a accepté, on a fait plusieurs réunions, on a fait des animateurs, j'ai dit il faut un animateur de réunion, parce que sinon, on va ne parler que de sandwich et comme on fait dans tous les clubs, et c'est très bien, mais pour se projeter bien plus loin, il faut avoir des gens qui nous recentrent, voilà. Donc on a fait cet appel-là grâce à la fédération qui avait mis à cette époque-là l'accompagnement de club. Donc on avait fait sur la ligue, et donc voilà, on a réussi à trouver ce modèle-là, et puis on s'est projeté tout simplement tous ensemble. Et moi donc on a arrêté l'équipe professionnelle féminine
l'équipe de la nationale 1, on disait aux jeunes, ben non, partez parce que là on ne peut plus. Voilà, on va repartir sur de la formation, on va repartir sur ce qu'on sait faire. On était en dette et on va embaucher. Voilà. Pourtant, on avait une trésorerie plus que voilà, mais le but du jeu c'était de créer de l'activité autre. Et donc, on est reparti sur ce qu'on savait faire le mieux. À l'époque, c'était les scolaires pour nous. On s'est projeté parce qu'on avait la chance, toujours pareil, par rapport à notre écosystème. On avait beaucoup d'écoles privées à côté de chez nous. Donc, on s'est dit, les écoles privées, oui, c'est bien l'école publique, mais les écoles privées vont payer. Ça va nous permettre de nous relancer. Donc, on a rempli les écoles comme c'était pas possible. On a fait que ça pendant des années. Et puis, on a construit les cours particuliers. On s'est dit, il faut construire des choses à la ping extérieur. On fait des stages tout l'été. On a créé ce qu'on savait faire. Moi, je savais faire qu'une chose, en fait, c'était de l'activité. Par contre, ça, je sais faire. Et je disais au club, en fait, si on crée de l'activité, au bout d'un moment, la salle est pleine tout le temps. Et je pense qu'on va créer donc de l'emploi grâce à cette activité. C'est à ce moment-là où on a haussé les cotisations, parce que cette activité, la salle toujours ouverte, etc., permet de ça. Voilà, on a aussi un peu d'imagination sur les cotisations qui étaient très très faibles à l'époque. Et puis on a sauté ce pas-là, et puis ça nous a permis de rembourser tranquillement, et puis d'avancer. Et puis ensuite, on avait cette projection, on refait de la formation, ça on sait faire. On sait faire l'entraînement de haut niveau à Montpellier, ça date pas de 2010, ça date de 2000, des années bien avant. On a eu la chance d'avoir des grands joueurs et qui habitaient Montpellier, nous, donc moi je les ai entraînés longtemps. Donc je savais faire, et donc voilà, on s'est relancé avec ça, et puis après on s'est dit on va faire de la formation de jeunes, on va relancer des moyens là-dessus. Et puis ça a germé, comme on dit, et derrière on est parti sur de l'événementiel, sur beaucoup de choses, d'autres projets. Mais il a fallu quand même à un moment donné se poser. Voilà, se poser. On était tout le monde pensait qu'on était grand club, mais en fait on avait plus rien, plus d'employés, plus rien. Et donc la projection c'était non, nous on veut rester. On avait notre seule chance, c'est qu'on avait la salle à Montpellier. Il fallait la remplir parce que sinon les autres sports étaient présents. Voilà. Ouais. Et le seul sujet, il était là, garder cette salle. Et c'est en plein centre de Montpellier. Et le seul sujet, c'est faire ce qu'on sait faire, donc du ping-pong, tout simplement. Oui, à ce moment-là, quelles étaient les relations avec la mairie ou avec l'Omnisport? Parce que nous, on n'est pas Omnisport. Ah, vous êtes pas Omnisport. On n'est pas Omnisport. On a des contacts. Alors, il y a un club, Mulk, qui est très, très puissant. Ouais. On a eu des contacts avec eux. On a des contacts avec eux pour les stages Montpellier Vacances, etc. Donc, on n'est pas du tout hors système, voilà. Mais on n'est pas club Omnisport. Le club de Montpellier, c'est d'abord le club du Cress, qui a après fusionné avec le club de Montpellier. C'était Cress Montpellier. Et ensuite, c'est devenu politiquement métropole, etc. Donc forcément le nom ça a été Montpellier, mais c'est ça. Donc on a à cette époque-là, ils nous ont lâché. Voilà, faut être très clair, sauf la salle. Mais on a montré qu'on était capable de la remplir, donc on était obligé. C'est-à-dire que nous c'était plein. Il y avait énormément c'était plein tout le temps. On travaillait avec les écoles, on travaillait avec les différents publics, etc. On remplissait tout le temps. La salle elle est pleine de 8h à 22h. Donc à un moment donné cette salle, ils nous ont laissé. On avait cet outil-là. Voilà. Mais le reste, on avait zéro. Voilà, ouais. Zéro. Donc du coup, la mairie, l'adjoint au sport, il vous connaissait, mais vous étiez un club qui était un peu en survie. Vous étiez en train de reconstruire. Qu'est-ce qui a fait que vous avez regagné la confiance? Les résultats sportifs. Pas que sportifs, et le projet. On est allé les revoir, surtout avec le projet aussi de l'Alliance. Donc là, on est déjà en 2015 en fait, on va dire. Le projet 2015-2016 avec juste avant Covid. Enfin, il y a eu 2-3 ans. On a commencé à se dire, il y a des jeunes qui arrivent là. Il n'y avait pas qu'Alexis Félix, il y en avait d'autres. Ouais. Donc on est allé les voir en disant, je pense qu'on a un moyen de relancer quelque chose. Donc ça a été un soutien léger, en disant faites et on verra. Et puis ils ont quand même vu que ça prenait de l'ampleur. Alexis, Félix aussi, même très jeune. Et puis nous on s'est dit il y a quand même un plafond de verre, c'est que on peut pas monter. Donc c'est là où a germé l'idée parce que moi ça fait longtemps que je travaille avec Istres, avec Nîmes, avec je pense qu'en mutualisant on est bien meilleur. Donc à chaque fois on a créé ça, des stages ensemble, des événements ensemble, etc. Et puis là on s'est dit avec Nîmes, on a un plafond de verre. C'est-à-dire, on peut pas tout seul, on n'y arrivera pas. On a plein de compétences des uns de côté. Et donc, on s'est dit, pourquoi pas faire ensemble? Et on a envoyé le projet, tout simplement. C'était pas si simple que ça à entendre pour une municipalité, les municipalités. Mais quand c'est bien réfléchi et quand on explique, en fait, avec ce genre de projet, ça va nous permettre de économiser un tiers, quand même, largement. Par rapport au budget des autres. Quand même, un tiers. Oui, largement.
et que par contre on peut avoir de la force dans tous les domaines, para, filles, garçons, sport santé, c'était plus sur Nîmes, école chez nous, etc., etc. En fait, quand on touche à tous les domaines, on disait voilà, quasiment tout. On avait juste le sport en entreprise qu'on n'avait pas, mais si on prenait tous les domaines de l'activité pongiste, sport extérieur en nana, nous, chez nous, enfin voilà, on avait tout. Ben là, à un moment donné, les gens se disent oui, c'est vrai que c'est une rivalité normalement Nîmes-Montpellier, mais bon, à un moment donné, il faut être un peu exigeant. Et puis surtout, ça nous permettait on avait 2 salles qui étaient d'entraînement, mais pas de salles de compétition, donc de permettre de jongler et de pouvoir aller faire des matchs à Nîmes, à Montpellier, de créer une dynamique sur le territoire. Donc là, pour les gens qui sont pas trop au courant, donc il y a l'Alliance Nîmes-Montpellier, il y a l'entité Club de Montpellier. Et l'entité Club de Nîmes. Ok. Et donc, est-ce que ces 2 entités, Club de Nîmes et Club de Montpellier, sont à peu près similaires en termes de taille? Pourquoi vous avez choisi, en dehors des affinités que vous aviez, le travail que vous faisiez déjà, est-ce qu'il y a des choses, par exemple, s'il y a d'autres clubs qui veulent un peu travailler un peu sur ces facteurs-là, est-ce qu'il y a des morphologies de clubs qui ne sont pas compatibles ou plus difficilement compatibles? Toi, comment tu l'aurais vu? À qui tu le conseillerais? Alors, quels sont vraiment, les pour schémas? que, en fait, on garde nos 2 entités. Je pense que, et ça, on l'a gardé, nous, parce que c'est important. Voilà, et ils sont Nîmois et on est Montpellierin. Et puis, il y a l'entité au-dessus, là, qui est sur le haut niveau, qui est sur la performance, qui est sur l'événementiel. C'est notre alliance. Mais on a gardé, voilà, les entités de chaque ville, voilà, parce que, voilà, on est différents forcément, on crée des choses. Je pense que la taille est importante quand même. C'est-à-dire qu'on est 2 clubs qui avons, en termes de, une salle, 250 licenciés. Enfin, c'est quand même, voilà, maintenant, nous, on a bien dépassé ça, mais c'était, voilà, c'était des choses qui étaient ancrées, des stages de chaque côté. Enfin, on avait quand même 2 clubs très solides, très structurés, que ce soit au niveau des bénévoles, que ce soit au niveau de l'emploi. Ça permet forcément à ce qu'il n'y en ait pas un qui, mange l'autre, on va dire, Ouais. et d'avoir à chaque fois cette réponse et puis de pouvoir se nourrir de quelque chose. Voilà, donc c'était important. Je pense que on peut le faire aussi avec d'autres clubs un peu plus petits, parce qu'on était déjà quand même relativement gros quand on a fait, mais peut-être un peu plus petit, mais il faut pas qu'il y en ait un très gros après et un très petit. Plus petit. Après, moi, on essaye de le faire là en ce moment. On lance avec Ucho, on lance avec Arles, on lance avec plein de projets, mais ils sont pas basés sur un projet commun. Ils sont basés sur un domaine. Voilà, parce que là, vous êtes meilleurs que nous. D'accord. Et là, nous, on c'est va pouvoir vous apporter, voilà, avec Ucho, ils sont meilleurs que nous parce que c'est un village, dans la convivialité, dans ce que les gens emmènent dans le club, en fait. Voilà, ils sont meilleurs que nous. Voilà, tout simplement, ils créent des choses, des événements, voilà, que nous, professionnels, entre guillemets, on ne crée plus parce que c'est compliqué, parce que nous, c'est tous les 10 jours, on est en train de faire de la logistique pour faire des trucs. Donc, eux, ils ont ça. Comme on dit, ils ont ça. Et ça, c'est super important pour un club. Et nous, donc, on a fait une entente aussi parce que, en N3, avec Ucho, parce que pour eux, par contre, le niveau N3, c'est important pour la ville d'Ucho. Pour nous, pas très important. Et donc, je trouve que c'est là vraiment on peut apporter, c'est-à-dire que tous les clubs peuvent s'apporter dans le respect de chacun et dans le respect de ce qui sont leurs forces. Et nous, et même en termes de communication, cette équipe de N3, elle communique comme si c'était une équipe de pro en fait. Nous, on peut pas communiquer sur notre équipe de N3. On a une équipe de professionnels. Donc, le but du jeu, c'est de valoriser tout le monde. Et donc, il y a un coach qui va avec eux. Qui est en formation, mais ça lui permet d'avancer, qui a une équipe, qui a un truc, etc. Donc je pense que c'est nécessaire. On le fait avec les filles aussi à Arles. On a créé ça, la N1, maintenant c'est une entente. Le but du jeu pour nous est de voilà, j'ai l'espoir qu'on arrive à mutualiser l'ensemble et faire en sorte que petit, gros, moins gros, etc. Mais à chacun il y a des forces et des faiblesses et que ensuite le ping soit grandi là-dessus et que notre territoire, parce que moi je suis ancré voilà dans le territoire, j'aime le sud, voilà. Et c'est ma réflexion, c'est voilà, c'est comme ça. En fait, on aille de Toulouse à Nice, voilà, parce qu'il y a de quoi faire en fait. On a voilà, moi je connais très bien PACA, je connais très bien l'Occitanie et j'ai envie qu'en fait, voilà, on a beaucoup de relations avec Istres. Par la force des choses, par mon parcours aussi. Je garde toujours ça, moi. Voilà, je pense que c'est des histoires humaines, donc après, si on peut s'aider mutuellement, voilà, on le fait. Ça peut être aussi je sais pas, là il y avait des projets, il y a eu un projet l'année dernière sur du sport féminin. En fait, évidemment il y avait un cadre technique qui s'occupait de la séance, mais pour que ça diffuse dans le Gard et qu'on aille faire des plusieurs étapes, en fait, c'est la communication, voilà, c'était les ressources humaines de l'Alliance qui ont fait ça. Et après c'était le cadre technique de Nîmes qui a géré sur le terrain, voilà,
les journées féminines, on va dire. Voilà. Donc on essaye d'avoir cette réflexion-là. Même chose sur le sport santé. En ce moment, forcément, on va de plus en plus là-dessus. La communication, les conventions, voilà, c'est l'alliance. Et puis évidemment sur le terrain, on se sert de nos cadres techniques qui sont peut-être montpelliérains ou nîmois. On essaye d'avoir cette réflexion-là pour qu'en fait, ça soit sur tout le terrain. Voilà. Et puis ensuite, on a aidé la ligue évidemment sur les championnats de France jeunes. On a aidé le département dès qu'il y a quelque chose à faire. C'est souvent ici ou sur Montpellier. On a voilà des choses de département. Nous, on est là pour aider tout simplement. Et donc on met en place nos moyens. Voilà. Ah, c'est super. Et du coup, là, on va parler plus local au niveau club. J'ai vu que vous aviez pas mal de types de financement. Donc, vous avez diversifié au niveau des activités, au niveau des propositions. Comment ça s'est mis en place? Donc, déjà, tu m'as dit à cause de la redistribution. Mais qu'est-ce qui a bien fonctionné? Qu'est-ce que tu t'es dit? Finalement, ça, c'est une évidence. On aurait dû le faire, quoi qu'il se passe. Alors, vraiment, moi, je suis que pongiste en fait. Voilà, après j'ai maintenant voilà un peu d'expérience sur le reste et j'arrive à me projeter un peu plus loin. Mais quand on a réfléchi au tout début, voilà, c'était l'activité ping-pong. Je savais que l'activité ping-pong elle marche, voilà. Donc on s'est dit, on a été les premiers clubs à faire des stages tout le temps, juillet, août, etc. On avait un problème de communication, mais moi je vois Henbon a repris et ça on le faisait depuis 10 ans. Nous. On ne communiquait pas, mais en fait, il y avait tout le monde qui était en stage tout le temps. C'est-à-dire que nous, on n'était pas sur la communication, on était sur le faire. Pas assez sur la communication. C'est pour ça qu'on a eu du mal à faire passer le message sur les collectivités, sur les médias, etc. Maintenant, on y est sur la communication. Mais moi, j'ai toujours été sur faire au début. Donc, quand je dis le sport entreprise, sport santé, j'ai fait des choses, voilà, ça fait des années. Mais on ne communiquait rien en fait. Ça, on savait pas. Voilà, moi j'étais sur le faire parce que je sais faire, mais je sais pas communiquer dessus. Mais voilà, on faisait ça et c'est vrai que par contre le modèle qui marche et qui a permis de faire avancer vraiment, c'est ce modèle alors bizarrement qui marche énormément, c'est les cours particuliers. Dans un modèle associatif ou des modèles de stage un peu réduits. Ça marche énormément, c'est-à-dire un 4 pour 3. Un truc ou un peu gold, voilà, oui. si on est voilà, sous format stage de 3 jours, voilà. Et là, on a des gens qui sont prêts à payer plus cher. Tu peux donner des prix ou c'est confidentiel? Ouais, non, on est sur, on le fait, c'est pas très très cher, mais on est sur 150 euros, sur 20 euros, 30 euros de l'heure. Donc ça fait 90 euros la soirée, la session, et puis sur 2 jours, on fait 150 euros, c'est-à-dire, mais on s'occupe de. Ce qui n'est pas si cher. Non, ce qui n'est pas si cher. Et c'est pour ça, en fait, voilà, ce qui n'est pas si cher. Alors après, quand on parle de voilà, on se connaît les prix des stages. Alors, région, voilà, parisienne, c'est différente. Mais nous, les prix des stages, on était sur 15 balles par jour, en fait. C'était ça, les prix des stages. Donc, quand on augmente à ça, voilà. Mais en fait, on voit qu'il y a des gens qui sont prêts à payer ça. Après, il faut leur donner voilà. Mais ça ramène très rapidement. On fait un stage, voilà, on a 450 balles en 2 jours qui rentrent ou 500 balles. Et ça, c'est des vrais moyens pour les clubs un peu plus petits que nous maintenant. On n'a plus l'utilité maintenant, nous. Ça, on continue parce que les gens sont en demande. Mais on est passé à un niveau de club où on est professionnel. Donc, c'est plus nécessaire. Nous, ça nous a été nécessaire pour survivre. Donc ça, tu le conseillerais à n'importe quel profil de club? N'importe quel profil de club. Il y a plein de gens dans votre club. Si vous êtes 50 licenciés, il y a peut-être 10 licenciés qui sont prêts à un moment donné, à avoir le cours particulier. Vous payez 30 balles de l'heure. Ah, mais c'est 30 balles de l'heure. Si vous les multipliez, vous arrivez à en faire 5 dans la truc. C'est 150 balles. Vous multipliez, vous avez déjà 2000 balles. Pour un petit club, c'est énorme. Ouais, c'est énorme. Voilà. C'est-à-dire, et puis ça permet de se professionnaliser et d'avoir cette logique de professionnalisation, parce qu'on parle toujours de professionnalisation, on sait qu'on a de plus en plus de mal à trouver des bénévoles, en tout cas sur du quotidien. Les bénévoles, on les a sur on a cette chance-là en France, mais sur des événementiels, sur des choses, mais sur du quotidien, on sait très bien que ça devient impossible. Et donc, on est obligé de fournir de la professionnalisation, et en fait, moi je vois, on n'augmente pas les cotisations, c'est quand même les rentrées plus simples. Hein. On propose toujours plus, mais on fait jamais payer les gens. Et en fait, on n'imagine pas que les gens sont prêts, si on s'occupe d'eux, à payer un peu plus cher. Voilà, dans beaucoup de domaines, tennis, le truc, ils payent des cours particuliers. Donc nous, il faut y aller, parce que sinon, en fait, on garde nos entraîneurs très peu de temps dans nos clubs. Ils partent sur autre chose.
quand on est payé, voilà, au bout d'un moment, c'est compliqué. C'est tous les soirs, c'est etc. Donc, il faut penser aussi à. Moi, j'ai toujours eu cette réflexion. Voilà, pour mes entraîneurs, pour ceux qui arrivent chez moi, c'est aussi une évolution de carrière. En fait, on peut pas leur dire, ouais, quand ils sont jeunes, bien sûr, contrat apprentissage, etc. Puis, à un moment donné, il faut vivre, quoi. Faut vivre de ça. On peut pas dire tout le temps, ouais, c'est une passion. Non, non. Faut vivre de ça. Les gens, ils s'investissent. Ils ont pas de vie de famille souvent. Donc, c'est tous les week-ends, tous les trucs. Donc, il faut qu'on trouve les moyens de leur permettre de mieux vivre. Donc, ça fait partie de ça. Et ça, c'est partout. Voilà. Et vraiment des petits stages, des petits moments, des trucs bien ciblés. Bah, c'est très simple. Et l'entraîneur, ça permet à la fin de lui payer un petit peu. Voilà. Et le cours particulier, du coup, comment ça se passe? C'est le club qui facture à 100% et ensuite vous distribuez à l'entraîneur? Ouais. Sauf quand c'est deux entraîneurs en auto-entrepreneur, qui est maintenant le statut qu'on peut avoir aussi. Voilà. C'est pas tout le temps. Et lui, il facture directement. Dans ce cas-là, moi, j'ouvre là-dessus, mais voilà, normalement, quand c'est des salariés du club, forcément, c'est le club. Voilà. Mais si ça fait partie, imaginons, ça se développe plus. Donc, je donne le scénario de clubs pour qui veulent le mettre en place et ils ont peur que ça parte dans tous les sens. Imaginons, t'as un gars, tu l'as quasiment à temps plein, donc il est face publique 24, 28 heures, donc ce qui est déjà énorme. Beaucoup, Si lui veut faire des cours particuliers en plus parce qu'il a besoin de faire rentrer des sous, ça sort de 16 heures de contrat. Comment ça peut se passer? Quelles sont les solutions? Moi, ce que j'ai imaginé, c'est que ça sortait pas de 6 heures de contrat. Ah, ok. Voilà. C'est-à-dire qu'on rentre un peu plus, mais ça fait partie de notre priorité, de rentrer un peu plus. Mais on peut imaginer que ça puisse faire partie d'heures supplémentaires. Les gens ont le droit quand même à travailler un peu plus. Et voilà, on peut imaginer ça. Le but du jeu, c'est encore une fois, c'est pas pour reverser je vais être assez clair comme ça, voilà, c'est pas pour reverser à l'équipe 1 et le petit truc qu'on a pour la Nationale 3 ou pour la Nantes, c'est pas ça. Le but du jeu, c'est de créer de l'emploi. Donc il faut que ça aille, voilà, pérenniser l'emploi. Donc c'est fléché à ça. D'accord. Voilà. Sinon c'est pas la peine. Parce que je connais trop de trucs où en fait on s'occupe de l'équipe première et après on pérennise pas. Et après on se dit j'arrive pas à sortir de gamin, il y a pas d'activité, il y a pas de truc. Non, l'emploi en premier. Après on verra le reste. Nous on s'est focalisé sur ça. L'emploi en premier, on va essayer avec des salaires qui étaient très très légers parce qu'on n'avait pas les moyens, on avait des dettes, etc. Mais au départ, voilà, c'est eux qui vont ce sont les employés qui vont nous permettre de survivre. C'est aussi parce qu'on était dans ce moment-là, hein, mais donc il y a plus d'équipe 1. Non, on s'en fout. Voilà, ils font l'activité, ils bossent tous les jours sur le terrain. Donc on fait en sorte que au moins ils se sentent bien. Voilà. Et puis ensuite, à nous de travailler grâce à ça pour après aller plus loin. Mais faut pas que ça soit simplement une rentrée et que on s'en sert pour la partie sportive des pros, voilà, ou pas pro d'ailleurs, hein, parce qu'on sait très bien que voilà, on va pas se cacher que même en National 1, National 2, certains joueurs gagnent de l'argent. Donc voilà, faut pas que ça soit faut que ça soit fléché ce genre de truc. C'est quand même le gars qui travaille, hein. Donc ça soit fléché. Alors après, voilà, qui est là tous les jours. Après, selon les contrats, voilà. On sait que maintenant les contrats sont différents, il y a des auto-entrepreneurs, il y a des salariés, des choses différentes. Après, chacun est libre de faire comme il veut, dans le respect des règles, etc. évidemment, mais chacun est libre de faire ce qu'il veut. Moi, voilà. Et sur les 24-28 heures, on est complètement là-dessus. Hein. Moi, je suis mes salariés, ils sont entre 27 heures de séance. Voilà, je fais pas plus jamais 26-27. Je trouve que c'est déjà beaucoup. Ouais, c'est déjà beaucoup. Alors, il y a un autre point super intéressant que tu avais évoqué et en fait, tu sais, tu avais aussi parlé des accompagnateurs de clubs. Donc, moi, j'en ai fait partie de ce groupe-là avec Nicolas Barbeau de la Fédé. Et un des sujets au niveau du management en globalité, dans le sport en général, c'est que la cotisation associative est trop basse. Donc, toi, comme ça, un chiffre, tu penses qu'un club de ping ou un club, une association en France, quel que soit le sport, qui s'occupe de ton gamin 2 fois par semaine, qui organise des événements, qui accompagne en compétition ou des petits tournois, combien tu penses qu'il faut au minimum faire payer cet enfant-là? 300 € par saison. C'est le minimum. Ça, c'est nous, on est juste au minimum. Pour l'instant, moi, je pense qu'on est juste au minimum. Voilà. Si on est sur, attention, hein, si on est sur oui, à Montpellier, il y a et puis voilà, moi, c'est à Montpellier, mais même sans ça, déjà, faut regarder ce qui se passe à côté. Forcément, il y a un écosystème, il y a plein de choses. Voilà, ça dépend des lieux, etc. Mais on peut pas entraîner 2 fois par semaine, c'est-à-dire s'occuper de mon gamin, 4 heures, 6 heures dans la semaine, plus les compétitions, plus etc. Et quand on remet à l'heure, moi quand je suis arrivé à Montpellier, je remettais à l'heure, je dis mais je donne même 30 centimes de l'heure. 30 centimes de l'heure.
Et j'ai honte de donner 30 centimes de l'heure. Parce que là, elle cotisait peut-être combien à l'époque? Elle était à 150, oui, 100, voilà, dans 120, 150, mais on a augmenté chaque année, voilà, et depuis on augmente, là on est à 290, 300 euros, mais voilà, c'est-à-dire quand on vient s'entraîner et qu'on donne 1 euro ou 2 euros, parce que si on compte le nombre d'heures, c'est ça, on n'est pas plus que ça, hein, encore, hein. Voilà. Ça va. Voilà. On peut me dire, voilà, mais on est prêts tous, voilà, souvent à faire. Et puis voilà, moi je ne me cache pas là-dessus. Bien sûr que pour moi le social c'est mon ADN, mais le social c'est les gens qui en ont besoin. Ouais. Moi je peux payer 300 balles pour mes gamins quand même. Voilà. Il y a beaucoup de jeux et dans le tennis de table, voilà, c'est pas le tennis, c'est pas voilà, les catégories socio-professionnelles sont quand même relativement élevées. Donc, il faut y aller. Je crois qu'on n'a pas d'autre solution. Et après, on va faire du social. Parce qu'après, par contre, quand il y a vraiment des gamins, des choses qui ont des problèmes d'argent, c'est là où on doit payer la cotise, en fait. Voilà, c'est là où on doit le faire gratuitement. Ouais. Mais pas l'inverse. En fait, on faisait gratuit parce que finalement, 100 balles à l'année, il y en a encore un plein dans l'héros, dans le truc, il y a plein de cotisations comme ça. Mais c'est gratuit. Et pas que de la gratuité, mais pas que dans le ping. Mais dans beaucoup de sports, ils ont quand même passé le cap. Nous, c'est pas le cas. Moi, j'ai eu mes filles à la natation, à GRS, etc. C'est à 300 balles, c'est le trimestre, hein. D'accord? Donc, il faut quand même remettre et on a les mêmes catégories socio-professionnelles. Donc, il faut se dire les choses. C'est notre première rentrée d'argent, la cotisation. Et après, par contre, quand on paye une cotisation et on fait, évidemment, il y a l'accès, il y a les 2 fois par semaine, 3 fois par semaine, et on s'occupe des gamins, mais vous faites des tennis, c'est 1 fois par semaine, et quand vous allez en week-end avec le coach, vous payez le coach. Voilà. Donc on en est très loin. Je suis pas à dire qu'il faut faire ça, mais par contre on ne peut pas non plus donner des choses où en fait on n'a aucune chance de professionnaliser. Et après se dire on n'y arrive pas. Ben non, on va pas y arriver. En fait, si tu passes pas ce cap-là, ben tu n'y arriveras pas. Voilà. Moi, en tout cas, on l'a passé. On n'a pas perdu un seul licencié. Voilà, c'est parce que tout le monde me dit ouais mais ça va perdre, on va perdre des licenciés. Je l'ai fait on a fait à Nîmes, on a fait à Montpellier, j'ai eu d'autres exemples. À chaque fois il n'y a pas de licenciés perdus. Il y a toujours 3 qui râlent. Hein. Mais ils se réinscrivent. Mais ils se réinscrivent parce que les autres sports c'est aussi cher. Et puis en fait voilà, c'est logique. Quand je mets mon gamin à la garderie, c'est pas 30 centimes de l'heure que je parce que 300 euros à l'année, ça fait 30 euros le mois de l'année scolaire à peu près, donc ça fait 1 euro par jour. On est bien d'accord. 1 euro par jour pour faire ton sport et avoir tes gamins en confiance. En confiance et les emmener le week-end et etc. Enfin voilà, on est très loin des tarifs même de garderie, très 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 loin. Ouais. Donc il faut aller vers ça. Moi je milite pour que on réfléchisse sur ça. Parce que sinon, en fait, on va se retrouver. Malheureusement, oui, je suis un vieux aussi. J'aimais bien. J'avais que des bénévoles qui entraînaient, c'est plus le cas. Sur l'entraînement, sur le quotidien, on va dire, il y en a plus. Voilà. Il y en a encore sur quelques clubs qui ouvrent la salle, mais c'est de moins en moins le cas. C'est de plus en plus on a des bénévoles qui s'occupent à diriger. Ça, c'est une grande chance et je les remercie. Mais sur le terrain, il nous faut professionnaliser. Sinon, on dit que il y a un essor là avec. Ce qui se passe, il y a un engouement. Enfin bon, si on n'accueille pas les gens, un engouement, il va pas rester longtemps. Et c'est le moment. Donc j'invite à ce que tout le monde le fasse. C'est le moment parce qu'on n'aura pas de deuxième chance. Ouais, là il faut en profiter. Il faut en profiter. Il faut en profiter. Et puis il faut pas avoir cette. Il y a des gens qui ont cette théorie un petit peu où on dévalorise notre structure, notre sport. On se dit non, mais pour venir 1 fois dans la semaine dans la salle, on va pas facturer plus que 200 euros à l'année ou 150 ou 100. Donc c'est vrai qu'on a tendance un peu à rabaisser ce qu'on apporte au quotidien. Alors je sais pas pourquoi, j'ai pas, mais c'est vrai que dans le ping, j'espère qu'on va changer ça. Malheureusement, on est très souvent dans quelque chose, comme tu dis, de dévalorisation de notre sport et de ce qu'on est. C'est un grand sport dans tout ce qui se concerne, mais pas que le sport de niveau. C'est un truc incroyable le ping. Voilà. Ah bah oui, non, donc, moi j'en suis persuadé. Aussi, voilà, moi j'en suis persuadé et je le suis persuadé depuis des années. On le dévalorise. Ouais, on va pas payer pour du ping-pong, mais tu payes pour aller faire du foot, tu payes pour aller voir un match de foot, tu payes on va pas payer pour avoir du ping-pong. Le nombre de fois où j'ai pu entendre ça, et c'est fou. Et c'est nous-mêmes. Donc c'est ça qu'il faut changer. C'est-à-dire on se met
coup de poignard dans le dos, alors qu'en fait, on aime tout ça, on adore tout ça, et on trouve que c'est un sport tellement complexe et qui emmène tellement de choses, et où on est capable de jouer de 3 ans avec des baby ping jusqu'aux personnes de plus de 100 ans qui jouent encore. Il n'y a pas de sport comme ça. Donc soyons fiers de ça. Il n'y a pas de sport. On peut jouer dehors, on peut jouer à l'intérieur, on peut jouer partout. Il n'y a pas de sport comme ça. Où on peut jouer avec, moi j'ai 50 balais ou 51, et je peux jouer avec un gamin de 5 ans qui est en train de me foutre une rouste. C'est génial. Ouais. Et dans quel sport on a ça? Non, c'est vrai. C'est très peu. Très peu. Donc ça veut dire que ça, il faut vraiment en profiter. Il faut pas se dévaloriser. Et je pense que c'est pour ça qu'il faut pas se dire, non, nous, nous on est. Voilà. Alors pour te donner un petit exemple, moi mon fils fait du foot, donc là actuellement je suis pas en France, et donc on paye une adhésion tous les mois, on paye à chaque fois qu'il veut faire un petit championnat, donc il y a des championnats par semestre, donc en gros c'est une phase, dès que tu l'inscris tu payes, et ensuite quand tu l'emmènes au match, c'est entrée payante, parking payant. Voilà. Je vais faire, voilà. Là, c'est l'extrême, hein. C'est l'extrême, voilà. Je vais faire le con. Je veux pas aller jusque là, parce que voilà, quand je dis ça, les gens, j'essaye d'apporter cette voix-là, et ils ont toujours un peu de. Et je pense être le premier à faire du social quand je dis ça. Voilà. C'est-à-dire que dans mon club, je sais qui a besoin. Non, voilà. Je répète, voilà, c'est notre rôle d'emmener des gamins qui ont des soucis. C'est notre rôle de faire du social. C'est notre rôle d'éduquer. Mais on éduque justement parce qu'on a les moyens professionnels de le faire. Et donc, ceux qui peuvent, ils doivent payer. C'est logique. Ils doivent payer la valeur, et c'est même pas la valeur d'une heure. Enfin voilà, on se l'est dit. Donc mais voilà, c'est juste ça. Et par contre, ceux qui peuvent pas, il faut les aider, évidemment. Et là, c'est notre rôle prioritaire, je dirais même. Donc oui, nous on fait encore une fois, on fait payer des stages chers, on fait des stages gratuits. Voilà aussi. Voilà, parce que je sais. Mais tu sais qui en a besoin. Qui en a besoin. Tu connais tes familles, tu connais tes gamins. Bien sûr. Et ça, c'est normal. C'est notre rôle d'association. Voilà. Notre rôle est là. Il n'est pas de faire du social pour tout le monde. Ouais, parce qu'il y a des clubs où justement la partie sociale est super importante, qui sont dans des quartiers peut-être où il y en a besoin, où le gamin il va venir faire du sport et il va également avoir accès au clubhouse pour faire ses devoirs, pour rester un petit peu avec les copains du club, qui vont certaines fois les aider pour étudier des trucs, et après ils rentrent chez eux. Mais ça, voilà, selon les quartiers, nous on fait c'est pendant les vacances, on a ça, nous on a ce qu'on appelle Montpellier Vacances. Ouais. Les gamins payent 5 €, ils ont 5 € à l'année. Voilà, mais on sait que c'est sur les quartiers, c'est des quartiers prioritaires, etc. 5 € à l'année, et sur les stages, pendant toutes les semaines, ils ont 2 heures de ping-pong le matin, et on le fait. Voilà. Ouais, c'est sur 5 semaines. Voilà. Et tant mieux. Voilà. Et voilà, tant mieux. Et là, c'est prioritaire. On n'est plus sûr de voilà. Je pense que faut pas être, faut avoir une réflexion un peu globale, mais voilà, quand on peut, on se doit de payer à la juste valeur des choses. Quoi, voilà, quand je vais boire un coup, je suis prêt à mettre 15 balles si le bar il est sympa. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc voilà. Non, mais super intéressant. Bon, on va continuer d'en parler dans le futur. Ça, c'est un sujet d'actualité. On va passer la deuxième partie, un peu plus sur la partie sportive. Donc, je vais pas du tout te parler de tes enfants. Je vais surtout parler de ton expérience en tant qu'entraîneur. Premier point que j'ai remarqué, vous, dans votre site internet, vous communiquez Baby Ping 3-6 ans, alors que dans le milieu, c'est plus le 4-7 ans. Alors nous, à Levallois, on a également commencé le 3-6 ans il y a une douzaine d'années. On avait Marcel Elbas qui avait scié les pieds de table pour que les enfants puissent jouer, parce qu'il y avait rien. Donc pourquoi 3 et pas 4? Tout simplement parce que dès 3 ans, on a des capacités d'eux. Voilà. Après, moi, j'ai fait Baby Ping, et j'avais 3 à 4 ans, ça changeait pas grand chose, en fait, par rapport à ça. Donc, on s'est dit, en fait, quand il y a, après, selon, il y a des gamins de 3 ans qui n'ont pas la possibilité d'avoir cette, voilà, et donc on se donne la possibilité de refuser pour X raisons, voilà, en discutant avec les parents. C'est pas encore, voilà, il faut encore attendre 6 mois, 1 an, parce que là, c'est trop complexe. Voilà, il y a pas assez d'attention, il y a pas assez de tout ça, mais on se donne cette possibilité-là, voilà, sans être, et en général, on en refuse très rarement. Je crois que c'était arrivé 1 ou 2 fois, et les parents comprennent très bien, ils voient très bien dans la séance. Les parents sont là, ils voient très bien que on est plus adapté parce que le petit est pas encore, voilà. Mais souvent, ça match, quoi. Ça match très vite. Donc, on le fait. Voilà. Et du coup, vous le faites vraiment à partir de 3 ans parce que ça vous permet d'élargir le public, ou parce que tu sais que si un gamin
continue dans l'activité, le fait d'avoir commencé à 3 ans va le rendre potentiellement plus fort. Pas du tout sur l'aspect sportif et plus fort. Non, là-dessus, sur le baby ping, c'est pas du tout ça pour moi. Voilà. Et on n'a jamais mis ça en avant. C'est-à-dire, c'est vraiment permettre aux gamins le samedi ou le mercredi, puisque nous c'est ça, aux parents de venir et de passer un bon moment et d'avoir une sorte de commencer la coordination, commencer l'apprentissage des choses toutes basiques, voilà, pour n'importe quel gamin. Ce qu'ils font à l'école, hein, on fait pas plus que ça, mais on joue autour d'une balle. Mais je n'ai aucune ambition de réussite sportive, voilà, là-dessus. C'est un bon moment qu'on passe avec les gamins et puis les parents qui assistent puisque sur ces genres de gamins, les parents assistent à la séance souvent, voilà, restent à côté. Et est-ce que vous avez dans votre projet de formation, en gros dans votre façon d'entraîner, dans votre façon de conseiller les enfants, dès le plus jeune âge, vous avez des lignes directrices en termes de l'ensemble du club? Est-ce que toi, par exemple, comme tu as beaucoup d'expérience du haut niveau, tu as beaucoup d'expérience de formation, est-ce que quand un entraîneur arrive, tu dis, écoute, là, il est encore à cet âge-là, n'insiste pas trop sur ça, ou au contraire, tu dis, insiste un peu plus peut-être sur ça? Est-ce que à l'âge de 12 ans, tu vas insister plus sur autre chose? Oui, il y a une ligne directrice. Alors, la ligne directrice, elle est très simple chez moi. Alors c'est facile à dire, hein, quand je dis c'est du plaisir et c'est du tout le monde le dit, voilà. Mais nous, on met c'est-à-dire cette ligne-là, faut qu'ils jouent. Voilà, cette ligne directrice, dans tout ce que je demande à mes entraîneurs, c'est de les faire jouer. Voilà. C'est un jeu d'abord, donc en fait les faire jouer, à leur apprendre à jouer. C'est à jouer entre eux, avec eux, voilà, ça fait partie de ça. Mais ensuite, oui, quand on va plus loin, à partir de 7-8 ans, où on repère, parce que c'est entre 6 et 8 ans, on sent déjà, voilà, ceux qui ont des possibilités ou pas. Dans ces cas-là, oui, relâchement, souplesse, multi-activité. C'est-à-dire pas faire que c'est-à-dire que dans les échauffements, dans les trucs, on essaye d'avoir autre chose que du ping-pong, autre chose que voilà, parce que c'est hyper important d'éveiller en fait tout le corps. On sait que c'est jusqu'à 10 ans. Puis ensuite, tout ce qui est travail, parce qu'on sait que le ping-pong c'est vitesse, relâchement, et donc forcément le travail de survitesse, de vitesse, on appelle ça comme on veut maintenant. Voilà, c'est après ça, voilà. Mais moi j'appelle ça la survitesse parce que je suis vieux, voilà. Mais on sait que c'est ces âges-là qui sont importants. D'accord, donc on insiste là-dessus. C'est-à-dire c'est pas grave. La réponse, comment ils vont répondre, on n'est pas obligé de leur expliquer, mais on a en fait des balles qui arrivent vite, des choses qui font des sujets qui arrivent et ils doivent répondre sans forcément leur donner les moyens de répondre. Hein, c'est-à-dire je réponds à une question en fait. Le ping-pong c'est ça. Que ça, donc là on sait que c'est dans ces âges-là que ça se joue. C'est entre 10, voilà, les connexions, etc. Évidemment avec le travail physique là. Jérémy en parlera mieux que moi sur les yeux, sur tout ça, mais ça c'est plus spécifique. Mais ce que je sais, c'est que ce travail-là entre 10 et 14 ans, comment je réponds à une question sans forcément l'intellectualiser, c'est super important. Je ne suis pas pour intellectualiser très rapidement les choses. C'est-à-dire moins de conseils techniques? Ouais, moins de conseils techniques, plus de situations. Ok. On met en place des situations qui font que le problème, chaque joueur va trouver sa solution. Voilà, ils vont trouver une solution. D'accord. Et puis ensuite, cette solution, elle peut et on sait que nous, on s'attache à un truc, c'est relâchement, parce que c'est important, et vitesse. Voilà, c'est ça qui va permettre à un moment donné, équilibre, etc., qui va permettre de pouvoir greffer les choses dessus après. Donc on s'attache à ça. Voilà. Ça veut dire que certains sont, quand on parle d'équilibre ou de déséquilibre, certains sont très équilibrés dans le déséquilibre. Voilà. Donc il faut en prendre conscience. Ouais. C'est en fait ce qui est important, c'est ce qui se passe à la fin, c'est-à-dire est-ce que la balle a la qualité, est-ce que c'est pas ce qui se passe sur le joueur, est-ce qu'il a mis l'effet qu'il faut, est-ce qu'il a répondu comme il fallait, est-ce que à la fin voilà. Donc j'essaie de donner ces indications-là, ce qui est difficile pour un entraîneur, c'est-à-dire qu'en fait on part pas forcément comme j'ai pu entendre pendant des années, il faut fléchir, etc., etc. Si c'est l'efficience qui est important. S'il fléchit pas mais qu'il envoie et que la qualité de balle va faire, c'est parfait pour moi. C'est-à-dire essayer d'avoir cette réflexion différente, c'est-à-dire c'est ce qui arrive au bout en fait, c'est le résultat qui est important. Et il y a plein de gamins qui dans ça arrivent à s'épanouir. Après, je dis pas que il n'y a pas de miracle là-dessus, il n'y a pas de solution miracle, pardon. Il y a que des tests, des essais, mais en tout cas, si on passe pas par ça, il me semble que derrière c'est compliqué. C'est-à-dire pour moi c'est plus simple
après de réduire et de faire en sorte d'avoir des schémas de jeu, des choses comme ça. Moi, quand on me parle de schéma de jeu chez les gamins de 10-11 ans, on me parle de tactique, etc. J'en dis waouh. Voilà. Je me dis bah ta tactique c'est bien, mais bon, tu sais pas comment il va jouer dans 7 ans parce que tu sais pas la taille qu'il fera, tu sais pas le truc, tu sais rien. Donc tu me parles de tactique, mais elle va évoluer en fonction de cette technique. Alors bien sûr qu'on peut en discuter, mais ça doit pas être le sujet de ton entraînement en fait pour moi. On va en discuter parce qu'il faut l'emmener. Voilà. Mais c'est pas ton sujet là pour l'instant. Tu sais combien s'il fera 20 kilos de plus, tu sais si il fera 1m80 ou 2 mètres, tu sais si ça c'est compliqué. Et il jouera pas de la même manière. Ouais, ça c'est un sujet hyper passionnant parce que donc nous à Le Valo, on a toujours eu aussi cette politique de laisser un peu le joueur s'exprimer selon sa personnalité, selon ce qu'il ressent. Après, chaque entraîneur va avoir ses propres moyens de travail, mais donc du coup, ça c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, même si moi je suis pas dans la partie sportive. Tout ce qui est cohérence motrice, c'est-à-dire que moi je suis en contact avec un gars en Suisse et lui son travail que de ça, il va dans les clubs de foot et il va détecter non le joueur quand il part en défense, il va se retourner à gauche ou à droite parce que sa préférence motrice c'est ça, l'œil, etc. Donc lui il est très pointu là-dessus. Mais en gros ce qu'il te fait comprendre c'est que chaque être humain va avoir des préférences motrices, va avoir une façon de se mouvoir sur laquelle il va se sentir bien, il va se sentir épanoui. Donc ça va un petit peu dans ce que tu es en train de dire, que le gamin, tu lui donnes un problème, il va trouver ses propres solutions techniques, il va les améliorer, il va même quelquefois améliorer ou sortir des coups incroyables parce que il a voulu trouver une solution. Et du coup, c'est ce qui permet de garder le plaisir. Est-ce que c'est à peu près aussi ce que... C'est complètement ça. C'est-à-dire, si on amène toutes les solutions, c'est dur de trouver du plaisir. Donc après, ça nous empêche pas, parce que c'est voilà, quand je dis, en fait, à un moment donné, on nous parlait de Montpellier, ouais, bah, là-bas, ils jouent, ils font que du jeu, ils font des matchs, ils font du jeu. Ça va plus loin que ça. Voilà, c'est-à-dire que ma réflexion est plus loin que ça. Et quand les premiers qui venaient ici, qui me disaient ça, je les envoyais courir avec nos joueurs. Ils comprenaient qu'à Montpellier, on fait pas que ça. Ouais. Voilà, c'est-à-dire, voilà, dès le premier jour. Ils se perdaient dans Montpellier, tout le monde va rigoler quand ils entendent ça, mais c'était ça. Ils se perdaient dans Montpellier parce qu'ils étaient derrière, en fait. Ils disaient, ah ouais, là, d'accord, ils travaillent. C'est-à-dire que ça n'empêche pas, en fait, d'avoir ça comme philosophie de base, ça n'empêche pas ensuite de travailler de la technique pure, ça n'empêche pas ensuite de travailler de la physique, ça n'empêche pas ensuite du physique, etc. Ça n'empêche rien. C'est juste que notre philosophie de base, elle est là. Et ensuite, comme tu disais, hein, voilà, l'entraîneur, en fonction de ses ressentis, en fonction de tout ça, il va appuyer sur tel coup, tel truc, etc. Il va discuter avec le joueur. Tu m'as proposé ça. Je pense que ça peut aller dans ça, justement. Et puis à un moment donné, il va proposer un truc et dire, ah ouais, en fait, il a réfléchi mieux que moi, en fait. Donc, je pensais pas qu'il soit capable de faire ça. Ouais. Donc, on va aller à fond là-dedans. Et en fait, ça demande, et même, je pense, c'est hyper intéressant parce que ça permet aux entraîneurs aussi de pas être arrêtés sur un truc. Moi, je l'ai senti parce que j'ai entraîné pendant des années. Au bout d'un moment, en fait, on reproduit toujours ce qu'on sait faire, quoi. Et puis, quand on a eu cette réflexion-là, et elle vient pas que de moi, il y a Damien Loiseau, il y a plusieurs personnes qui étaient là, Florian, Jérémy, enfin, elle vient pas que de moi. Mais en fait, ça nous a permis de se dire, ça nous nourrit, quoi. Parce que on a des certitudes, hein. Quand on est entraîneur, on a des certitudes. Et en fait, ça nous déconstruit complètement. Et c'est hyper intéressant parce que justement, quand on parle de plaisir, quand on est déconstruit, on est obligé d'être vigilant. Ça veut pas dire, encore une fois, que j'en ai pas les certitudes. Que je suis pas capable de cerner des choses. Ça veut juste dire que ça, voilà, quand je dis jeune qui arrive, bousculez-moi, quoi, voilà. Bousculez-moi dans mon rôle d'entraîneur ou de coach, maintenant des coachs, on va dire, voilà, très simplement. Mais bousculez-moi, voilà. Parce que moi, ça me fait réfléchir. Et j'aime bien me retrouver dans la situation où je suis un vieux con qui a tort, en fait. Parce que, en fait, il va te proposer quelque chose que tu n'avais jamais vu. Bah, bien sûr. Ouais. Bien sûr. Ou il est capable de quelque chose que tu n'espérais même pas. Bah, ouais. Ouais. Non, mais ça, et ça, il y a pas de limite. Il y a pas de limite et ça permet d'avancer et de se remettre en question et d'être dans quelque chose où finalement on est toujours intellectuellement nourri. Sinon, franchement, faire du 2-2 et tous les jours. Bon, ouais. Et il y a un dernier point là, que disait le monsieur en Suisse là sur les cohérences motrices et le plaisir évidemment que ça engendre, c'est que un joueur qui va être dans son confort de mouvement va moins se blesser sur du volume. Est-ce que j'irai plus loin? Tu penses, vas-y, va plus loin. Parce que ça me fait penser à quelque chose pour ça.
nous, on fait des formations là en ce moment, on essaie de faire mais je parle beaucoup, on a parlé de périmètre un petit peu et d'élargir ce périmètre de motricité ou de capacité d'adaptabilité, je sais pas comment on peut appeler ça, mais voilà, on a parlé de ça et ça me fait penser à ça parce qu'en fait, quand on est capable finalement d'être adroit ici, de travailler sur ça, c'est ça et c'est de la cohérence motrice, etc. Et ben en fait, à un moment donné, on a une flexibilité, je sais pas comment je pourrais l'appeler, je sais pas, qui permet justement d'être efficient dans n'importe quelle position et en plus de pouvoir éviter tout ce qui est blessure, etc. Parce que finalement, on peut faire un coup de vent là, on peut faire un coup de vent ici, on peut faire un coup de vent, donc on n'est plus sur une répétition toujours la même chose. On n'est plus sur le mec qui visse un clou tout le temps, voilà, parce que c'était ça notre apprentissage. Moi, je l'ai connu comme ça, on fait ça, voilà, etc. Ben en fait non. Quand on regarde le haut niveau, c'est pas ça du tout. C'est-à-dire on peut regarder Fan Zedong en ce moment au coup droit, il a 12 000 coups droits. Mec, il est capable de faire un coup droit comme ça. C'est bon. Le joueur, pour moi, en ce moment, qui est le joueur d'avenir, c'est Lin Chinong. Il est capable de faire un coup droit comme en revers, prendre la balle n'importe où, n'importe quand, et d'avoir élargi son truc. On a l'impression que quoi qu'il arrive, en fait, et c'est souple, c'est relâché, c'est juste. Voilà. Et ça me touche. C'est ce qu'on a essayé de faire avec l'ensemble de nos joueurs. Après, on n'arrive pas à tout. Voilà, ça serait trop facile. Mais c'est quand même ça qui est notre moteur. Là. Et du coup, là, vous avez dans votre centre d'entraînement beaucoup de jeunes qui aspirent à devenir très bons, voire très 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 bons, forcément inspirés par Félix et Alexis. Mais est-ce que vous avez un programme d'accompagnement ou comment se passe la transition quand à 14-15 ans, ce jeune se rend compte qu'il n'ira pas au haut niveau, il n'ira pas sur ce qu'il espérait? Comment est-ce que vous, en tant que club, vous l'accompagnez? Il y a beaucoup de questionnements là-dessus parce que c'est vraiment le rêve de chacun et moi j'incite à rêver. En fait, on peut faire des choses grandes quand on rêve grand. Enfin, voilà, c'est tout bête, mais donc j'incite à rêver vraiment. Et puis il y a la réalité de temps en temps qui arrive à un moment donné, comme tu dis, 15, 16 ans, 17 ans, et on se rend compte, ben mince là, voilà. Ouais. Il y a un décalage à ce que je rêvais, mais c'est pas grave en fait. Il y a rien de grave, il y a un décalage. Donc moi j'essaye de donner ce message-là, c'est qu'en ce décalage. Bien sûr qu'on se prend tout ça dans la gueule et on a tous nos limites, etc. Donc c'est pas grave, on essaie d'accompagner au mieux, on fait passer des diplômes d'entraîneur, on fait parce qu'il y a beaucoup de très passionnés là-dessus. Donc je pense que ces gamins-là, ils sont vraiment importants pour la suite, pour entraîner, pour etc. Parce qu'en plus ils ont connu les difficultés, donc plus que finalement ceux qui ont réussi complètement, parce qu'ils ont connu ces difficultés à un moment donné d'apprentissage, tout bêtement. On a réussi, j'arrive pas à le faire, quoi. Voilà. Pas tous capables de tout faire, et donc avec la meilleure des volontés en fait, voilà. Donc c'est important et donc après on essaye par le discours, mais c'est sûr qu'il y en a certains qui j'aime pas trop le terme exposé, mais voilà, qui arrivent pas à l'entendre, voilà. Moi j'essaie de dire que le haut niveau c'est voilà, dès le départ aux parents, etc. c'est une exception. Alors c'est facile à dire, mais moi je leur montre l'histoire la médecine, tout le monde dit médecin, etc. Les études de médecine c'est très compliqué. Nous, c'est des études de médecine pendant 15 ans, le truc. C'est-à-dire qu'à chaque week-end, on doit remettre le couvert. On est 200 000 au début. Il faut être dans les 5 premiers pour vivre du plus bon. Waouh. Voilà. C'est exceptionnel, en fait. Donc, on va pas tous y arriver. Par contre, le parcours et le chemin, il est super agréable. Et, de faire du sport, de faire sa passion, c'est super chouette. On essaie de les accompagner avec ce qu'on peut. Là, on essaie de réfléchir beaucoup. On commence à avoir des accords avec aussi les universités, etc., pour justement qu'ils puissent continuer leur passion, parce que moi, j'aime pas quand les gamins arrêtent. J'ai l'impression, on a réussi ça à Montpellier. C'est-à-dire, il y a finalement, moi, j'ai encore des Nicolas Capel, des gens qui ont été, qui jouent encore. Nous, ils arrêtent pas. Voilà, ils sont encore dans le groupe. J'ai Eric Zaban, j'ai Gilles Lemoyne, je s'entraîne avec notre groupe d'entraînement, donc ils s'entraînent à côté d'Alexis et Félix, avec 50 ans, etc. Ça me va bien. On a réussi à faire en sorte que les gens n'arrêtent pas le ping-pong. Même quand ils ont ces échecs, entre guillemets, c'est pas des échecs, parce que si on y arrivait tous, ça serait trop facile. Mais qu'en fait, ils aiment le ping-pong, tout bêtement. Alors, dans le milieu du ping, on a un cas très très connu d'un joueur comme ça, c'était Jacques Secrétin. Et lui, il avait énormément joué, s'était énormément entraîné, mais lui, il arrivait à l'INSEP, et il faisait un match. Il faisait un match, ouais. Et en fait, lui, c'est un des rares pongistes de très haut niveau français qui n'a jamais pris de retraite sportive. Professionnelle, oui, mais il a toujours joué. Donc,
tu penses que tout est lié en fait. Ce plaisir te maintient. Ce plaisir, voilà, parce que lui, bah, c'est une autre époque évidemment, donc bah, c'était des matchs, c'était des choses, mais ce plaisir maintient, c'est sûr. Franchement, l'entraînement de ping-pong, comme on a pu le faire pendant un petit peu, et ça change vraiment, donc tant mieux, hein, voilà. Mais comme on a eu à un moment donné une réflexion sur, waouh, c'est voilà, de faire, quand je disais le 2-2 tout le temps, les trucs, etc. Ça va très bien quand on a des résultats, hein, ça va, on est content, on fait son, voilà. Normalement, waouh, c'est un peu fatigant le truc. On fait des gammes, quoi. Donc moi, je suis pas, voilà, pas fait. En fait, on fait pas du sport pour ça. Donc évidemment, ça nous aide, il faut en faire. Voilà, évidemment, ça nous aide pour la performance, parce que si on n'est pas capable de mettre 100 coups droits d'affilée, on va pas faire du haut niveau. Ça, évidemment. Mais c'est pas pour ça qu'on fait ça. C'est-à-dire que ce qui nous, ouais, c'est l'adversité, c'est répondre à des questions, c'est ça qui nous fait. Sinon, franchement, voilà. Le 1, 2, 3, 4 et le 2, 2, on a un trophée. Beaucoup de trophées, et c'est pas ça le ping-pong. C'est pas ça. Et le sport de haut niveau en général. Et le sport de haut niveau en général, mais c'est pas, voilà, c'est juste essayer d'avoir à un moment donné voilà, ça n'empêche pas de le faire. Parce que j'aime pas, voilà, être dans un truc où les gens vont penser que, non, bon, si on fait du 2-2 et quand il faut, mettre les jambes, etc., ils savent faire. Voilà, les cuisses d'Alexis, c'est pas pour rien. On sait faire aussi. Mais, la réflexion n'est pas basée autour de ça. C'est ça la différence. Et donc ça nous permet de se nourrir, tout simplement. Bon bah écoute Steph, c'était hyper intéressant. Donc là, je t'avais dit, on fait une petite interview rapide d'une demi-heure, mais là je pense qu'on s'est étalé dans plein de sujets passionnants. Pour finir, est-ce que tu as un conseil pour un club qui écoute, qui veut se développer, qui veut avoir des pistes? Est-ce que alors le premier petit mot de la fin, dis-moi. Le premier conseil, c'est justement de faire une aventure commune, et donc tu as parlé d'accompagnement de club. Je crois que c'est nécessaire, c'est qu'à un moment donné, il faut se poser, savoir ce qu'on veut faire. Nous, on est parti sur un sujet de formation, etc. Mais on peut être complètement ailleurs. On peut être sur l'équipe première, même si je pense que c'est pas forcément l'utilité pour moi. Mais on peut se dire c'est ça. Mais en tout cas, il faut que ça soit un projet commun. Et pour ça, il faut un animateur pendant 2, 3, voilà, quelqu'un accompagnant qui n'est pas forcément du club. Je pense que c'est nécessaire d'avoir ce moment de réunion. En tout cas, moi, je l'ai vécu comme ça et ça a été vraiment un moment fort parce que sinon, en fait, encore une fois, on ne parle que du quotidien et du sandwich qu'on va faire si on va vendre 2 euros, 3 euros. Voilà, c'est normal et c'est notre association qui veut ça et c'est le modèle associatif qui veut ça et il faut pas s'en couper, hein. Parce que ça, mais c'est pas le moment. Si on veut se projeter, c'est pas ce moment de réunion qu'il faut faire. Donc ça, c'est nécessaire. Et puis ensuite, quand on a fixé les projets, etc., s'y tenir et pas dévier de ça. Ça, c'est hyper important. On a fixé ensemble. On a fixé sur les 4 ans qui arrivent, voire sur les 8 ans. On a fixé, on va là. On veut aller là. C'est ce qui nous branche, c'est ce qu'on a envie. Voilà. Et c'est pas le résultat du week-end qui va changer ça. C'est pas parce qu'on a fait une contre-performance, etc. Non. On est sur le chemin, on va là-dessus. Voilà. C'est les petits conseils, c'est ça. Et puis après, profiter, voilà. Moi, j'ai juste à dire, profiter du ping, quoi. Voilà. Le ping, il est sur c'est toutes les facettes. Voilà. Donc, voilà, Alexis et Félix disent toujours kiffer, je crois que c'est leur mot. Ils ont raison. J'ai été marqué par un truc aussi d'Alexis, la balle elle est ronde en fait, donc je peux en faire ce que je veux. Et ça c'est super important, voilà. C'est du jeu, donc la balle elle est ronde, voilà. Donc franchement on a cette chance là, donc je peux passer comme je veux. Donc, quand on fait du ping-pong et qu'on aime ce sport, pensons à ça, la balle elle est ronde et je fais ce que je veux. Donc le club est aussi un endroit où toutes les perspectives peuvent être ouvertes, c'est du moment que le projet est commun et que... Moi, et je le redis, on ne fait que des choses grandes quand on pense grand et quand on rêve grand. Et ça, c'est pas grave si on n'y arrive pas, en fait, loin de là. Voilà, mais par contre, je pense vraiment que nous, on a eu cette volonté-là au départ de se dire, en fait, il n'y a pas de limite, quoi, il n'y a rien, quoi. On est là, on s'éclate, on s'amuse, les gens vont venir avec nous. Et puis voilà, et puis... si on y arrivera, si on n'y arrive pas de ce qu'on a tous imaginé, là, le truc qui était l'équipe de Pro A, le truc, les événementiels, etc. Alors, il se trouve que nous, on le concrétise en ce moment, mais c'était pas un problème. Le chemin est important, le résultat en lui-même. Voilà. Et c'est là où tu peux inclure les bénévoles, tu peux inclure les jeunes qui ne visent pas spécialement le lot, tu peux inclure tout le monde. Tu veux inclure tout le monde. Tu peux inclure tout le monde. C'est un super conseil. C'est tout le monde est partie prenante de la chose et puis on sait où on va.
et sans se dire que c'est nécessaire d'y être en fait. Voilà, on voit, voilà, comme on dit, on veut gravir la montagne, mais en fait, déjà, on y va. En fait, dans la montagne, c'est déjà pas mal. Et moi, je suis dans ça vraiment depuis toujours. Voilà, c'est pas. Et tant mieux. Ouais, évidemment, ce qui se passe ici, je vais pas dire que ça me plaît pas. Voilà, ce qui se passe ici, c'est incroyable. Mais encore une fois, c'était incroyable ce qui se passait avant chez nous. Voilà, parce que c'est des aventures humaines, donc c'est chouette. Voilà, le reste, Ouais. Voilà. Bon, bah écoute, Steph, merci beaucoup pour ces échanges passionnants. Merci. Et puis, je te dis à la prochaine. À la prochaine. Merci beaucoup.